Écoutez, alors merci à tous d'être venus ce soir pour cette première sur Villiers avec une première séance de questions-réponses que nous organisons par le biais de la visioconférence. C'est vrai que ça fait quelques mois maintenant qu'on a beaucoup de mal à pouvoir faire des réunions publiques et donc ce n'est pas complètement facile de pouvoir échanger. Alors je vous rappelle quand même toutefois que les conseils municipaux sont tous publics. On a d'ailleurs autour de la table ce soir 2 habitants qui assistent régulièrement aux différents conseils municipaux que nous ouvrons normalement systématiquement à la fin de chaque conseil aux questions du public. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter aussi aux différents conseils municipaux, enfin vous reconnecter tant qu'on sera en visioconférence et espérons-le un jour pas si lointain pouvoir revenir sur des réunions physiques. Mais donc on a aussi toujours la possibilité d'avoir une séance d'échange à la fin de chaque conseil municipal. Donc on s'était dit que comme on n'avait pas tant de sollicitations que ça, c'était bien qu'on puisse essayer d'organiser quelque chose où on sollicitait un peu plus activement les questions des habitants, et donc on se disait que c'était intéressant de pouvoir organiser cette séance de questions-réponses ce soir, que nous allons organiser en 2 temps. Alors d'abord, nous allons essayer d'apporter quelques réponses aux questions qui nous ont été adressées par mail pendant la semaine qui s'est écoulée. Et puis, une fois que nous aurons fait ceci, on continuera à ouvrir le débat à toutes les personnes qui ont pu se connecter ce soir et écouter leurs questions. Et en fonction de la difficulté de la question et du fait que nous disposons ou pas des réponses instantanément, on vous apportera une réponse maintenant ou on préparera une réponse qu'on pourra vous apporter par la suite. Voilà, donc c'est le programme pour ce soir. Donc, je vous propose de démarrer par les questions qui nous ont été envoyées par correspondance pour l'instant. Donc, on a d'abord les questions qui nous ont été envoyées par Madame Compère. 4 questions qui nous ont été envoyées. Alors, la première concernait l'extinction nocturne dans une période de couvre-feu. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, à Villiers, on a maintenant décidé de couper les luminaires, les lampadaires que nous avons, l'éclairage public, la nuit. Donc, on a une plage j'allais dire de nuit totale. Alors, de mémoire, et alors n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, mais de mémoire, on l'a faite entre minuit et 5 heures du matin, si ma mémoire est bonne. 1h, 6 heures maintenant, pardon, on l'a décalé. Alors, entre 1h et 6 heures du matin, donc une plage de 5 heures. Donc, qui avait été mise en place suite justement, alors je pense que la première avait probablement été décalée dans l'autre sens, on nous avait dit que c'était un peu trop tôt et donc on l'avait repoussé légèrement. Ce qui a un certain nombre d'avantages, à la fois il y a des personnes qui apprécient d'avoir la nuit noire, ce qui a aussi des avantages pour la faune et le fait de pouvoir restituer un cercle circadien normal pour la faune. Et puis qui permet d'économiser de l'énergie aussi, donc qui coche un certain nombre de cases, même si on sait que certaines personnes préféreraient qu'on ait toujours, des points lumineux allumés toute la nuit. Donc la question qui nous était adressée, et je pense qu'on avait déjà entendu, c'était est-ce qu'on pourrait profiter de la mise en place du couvre-feu à 18 heures pour éteindre la période d'extinction des points lumineux? Alors, il y a 2 éléments de réponse qu'on peut faire ici. C'est que, alors, effectivement, on a bien un couvre-feu qui démarre à 18 heures, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune circulation qui se fait après 18 heures. Il y a un certain nombre de personnes qui, pour des raisons professionnelles ou autres, continuent à avoir besoin de se déplacer après 18 heures. Donc, même s'ils sont évidemment beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'avant le couvre-feu à 18 heures. Mais c'est quand même un premier point de réflexion. Ce n'est pas comme s'il n'y avait plus aucun besoin de luminaire après 18 heures, surtout en période d'hiver où on peut avoir, la nuit tombe encore relativement tôt. Le deuxième point de réflexion qu'on avait aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors j'allais dire croyez-le ou non, mais les systèmes qui nous permettent de régler les allumages et les extinctions de lampadaires sont des systèmes qui sont encore, alors j'allais dire entre guillemets relativement anciens, en tout cas pas aux normes de la technologie qu'on pourrait attendre aujourd'hui. Donc si vous imaginiez qu'il y a un petit ordinateur caché quelque part à la mairie et qu'il suffit de pianoter dessus pour pouvoir reprogrammer les lampadaires, c'est exactement ce qu'on a dans nos rêves, mais ce n'est pas ce qu'on a dans la réalité. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on souhaite modifier les horaires d'extinction ou d'allumage de réverbères, on a besoin de faire intervenir des professionnels qui interviennent sur chacune des différentes horloges qui règlent les réverbères, et donc il y a un coût certain pour la commune, donc dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que si on décidait de le faire aujourd'hui pour le couvre-feu et de les remettre au système normal après le couvre-feu, ça voudrait dire 2 séries d'interventions qui donc auraient un certain coût pour la commune.
Donc, une fois qu'on a dit ça, on a commencé à essayer de se dire que c'était peut-être l'occasion ou jamais, justement, d'essayer de moderniser le système de commande des lampadaires. Donc, c'est un système qui est à l'étude aujourd'hui. On va regarder ça. Et si on est capable de trouver quelque chose qui fonctionne bien, on modernisera le système des lampadaires. Et à ce moment-là, pour des périodes comme le couvre-feu ou pour d'autres périodes, on pourra tout à fait effectivement imaginer d'étendre un petit peu la plage d'extinction des différents points lumineux. Voilà. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Alors, seconde question toujours de Madame Compère. Quand les boîtes à livres seront-elles remises en état? Donc effectivement, il y avait un certain nombre de boîtes à livres qui avaient été installées sur le territoire de la commune et qui ont été enlevées, je pense, à peu près au début de la période de Covid. Et qui ont été enlevées, j'allais dire, pour deux raisons. Et donc les deux raisons nous conduiront à les remettre une fois qu'elles auront été résolues. La première raison, c'est que ces boîtes se sont révélées un peu fragiles. Et d'une certaine façon, en particulier, il y avait des portes qui étaient nécessaires pour ces boîtes pour éviter que les livres ne soient mouillés lorsqu'il pleut, mais qui étaient un peu fragiles aussi. Donc ces boîtes ont été d'abord enlevées pour pouvoir être réparées, démontées, réparées, et puis embellies, puisque je pense qu'elles seront confiées à l'animation jeune qui les peindra avant de pouvoir les remettre en place. Et donc, une fois que ces réparations auront été faites, on pourra remettre ces boîtes à livres en place dans la commune. Alors, de fait, se pose quand même la question du Covid et de l'échange de livres qui ne sont donc par nature pas désinfectés, puisqu'il n'y a justement personne qui est affecté à cette tâche-là dans les boîtes à livres. Et donc, évidemment, pendant toute la période du Covid, on va dire que on ne se sent pas complètement pressé de remettre ces boîtes à livres en place pendant la période du Covid. Voilà, donc on pourra voir si une fois qu'elles seront toutes réparées, si on décide de les remettre en fonction de là où on en est dans l'évolution de l'épidémie. Mais c'est vrai que le fait que l'épidémie soit là aujourd'hui ne nous pousse pas à accélérer fortement sur la remise en service de ces boîtes qui seront très pratiques, mais qui donc peuvent être aussi des vecteurs de propagation de la maladie. Alors, ensuite, troisième question, toujours de Madame Compère, concernait la remise en état de la piste cyclable entre le village et la ferme de Voisin-le-Thuit. Et donc là, on touche à deux sujets qui sont intéressants et sur lesquels on a envie de pouvoir se pencher un peu plus. Premier sujet qui concerne la cohabitation sur les chemins, puisqu'il y a plusieurs types d'utilisateurs sur les chemins. Il y a des utilisateurs qui ont deux pieds, il y a des utilisateurs qui ont deux roues et il y a des utilisateurs qui ont quatre sabots. Et donc, tous ces utilisateurs doivent pouvoir raisonnablement se partager l'espace, sachant qu'ils ont tous, j'allais dire, des attentes et ou des impacts qui peuvent être différents sur les différents chemins. Donc, évidemment, on pourrait se douter que les utilisateurs quadrupèdes à quatre sabots sont probablement ceux qui ont le plus d'impact sur les chemins. Mais en même temps, on habite aussi dans un village rural. On a à peu près 4 haras qui sont dans un voisinage très proche, sur la commune ou dans un voisinage très proche de la commune. Ça serait assez compliqué aussi d'expliquer que les chevaux ne peuvent plus passer sur aucun des chemins. Donc effectivement, il y a probablement une réflexion à mener ici pour qu'on puisse arriver à partager raisonnablement l'espace public en général, mais les chemins en particulier, eu égard aux impacts qui peuvent être causés par les différents utilisateurs. Et puis deux, effectivement, peut-être aussi se dire qu'il faut qu'on ait un programme de réflexion, j'allais dire périodique, d'un certain nombre des chemins. Donc effectivement, sur la piste cyclable entre le village et la ferme de Voisin, il y aurait probablement un peu de rafraîchissement à faire. Donc ça fait partie, j'allais dire, du dossier j'allais dire voiries au sens large, c'est-à-dire des voiries, mais des chemins qu'on a aussi à maintenir. Donc on ne peut pas refaire tous les chemins tous les ans, évidemment, il y a des priorisations à faire. Donc ça fera partie du dossier qu'on étudiera pour l'année 2021 et on regardera quelles sont les priorisations qui sont les chemins qu'on estime être le plus avoir besoin d'avoir une remise en état et dans quel délai on effectuera cette remise en état. Donc j'en profite pour adresser la quatrième question qui était sur le sujet de mettre un panneau d'interdiction aux chevaux sur la même route. Donc encore une fois, je pense qu'il faut qu'on arrive à délimiter les chemins qui seront accessibles aux chevaux, aux cyclistes, aux piétons. Probablement de temps en temps, il faudra qu'on fasse des choix. Probablement de temps en temps, ça serait bien aussi qu'on puisse arriver à vivre en bonne entente les uns avec les autres, quand bien même ça voudrait dire qu'il faut aussi refaire de temps en temps certains chemins ou apporter de l'entretien sur les chemins.
Donc là encore, je n'ai pas une réponse toute faite sur cette route-là. Je ne sais pas si cette route-là particulièrement doit être complètement interdite ou pas. En tout cas, ça fera partie des choses qu'on a besoin de regarder et qu'on a besoin de regarder, je pense, aussi en collaboration, j'allais dire, avec les différents haras qu'on a sur la commune ou au voisinage proche de la commune, pour aussi connaître, j'allais dire, les habitudes ou les chemins qui sont vraiment nécessaires aux cavaliers pour pouvoir, j'allais dire, aller en forêt ou pour pouvoir faire des choses. Quels sont ceux sur lesquels il serait plus aisé de pouvoir les dissuader de passer, enfin, et voilà, et comment on se répartit d'une certaine façon, comment on arrive à gérer que tous les utilisateurs puissent avoir un accès au domaine public et aux différents chemins. Juste un rappel, Guillaume, le chemin, il appartient au CIB et maintenant donc au CIAVI. Et donc, on n'est pas propriétaire de ce chemin. Et pour la réfection, il faudra s'adresser au CIAVI. Bon, alors, on pourra s'adresser aussi à vie, mais Voilà. en fonction des choses. Enfin bon, Oui. ok, c'est un sujet qu'on pourra regarder. OK. Est-ce qu'il y a, avant que je passe à la question d'une autre personne, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, je ne sais pas s'il y a des commentaires dans l'assistance ou qui enchaînent sur ces questions-là ou d'autres remarques? On avait dit que les chevaux aussi ne savaient pas lire les panneaux. Non, mais les cavaliers, oui. Sans blague. Juste par rapport aux boîtes à livres, je comprends les deux arguments qui sont donnés. Le deuxième, par contre, la Giftbox, elle est restée complètement ouverte. Et a priori, il n'y a pas été un foyer d'infection. Ah bah, on n'en sait rien. C'est ça le problème. Voilà. Si ça se trouve, les personnes du restaurant scolaire, elles venaient juste d'aller chercher un truc dans la giftbox et puis le lendemain, paf, tu vois. Donc, écoute, c'est un bon point, Cédric. Je me suis posé la question aussi. Effectivement, la giftbox, à un moment, alors normalement, il me semble que la giftbox, on avait mis des panneaux dessus. Ceci étant dit, comme on a refait la giftbox depuis, je ne sais pas si les panneaux ont survécu à la réfection de la giftbox. Voilà. Peut-être que ça vaudrait le coup qu'on remette des panneaux dessus. Est-ce que c'est plus facile quand on a des objets qu'on peut désinfecter plus facilement? Les livres, c'est particulièrement compliqué parce qu'un livre ne se désinfecte pas d'une certaine façon. Donc un livre, si je reprends le protocole qu'on a à la médiathèque, de mémoire, ça consiste à les mettre à l'isolement pendant 15 jours. Donc, et donc attendre que le virus meure de sa belle mort pendant 15 jours avec le livre à l'isolement. Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait de la même nature. Alors après, il y a probablement aussi des livres à la Giftbox. Oui, justement, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a plus de boîte à livres, tous les livres arrivent à la Giftbox. Bon, donc encore une fois, je n'ai pas dit qu'on était strictement opposé à la remise en place des boîtes à livres. J'indiquais juste qu'effectivement, dans la liste des sujets dont on s'occupait, effectivement, on n'a probablement pas relancé très fortement les personnes qui étaient en charge de la réfection. Enfin, en tout cas, pour moi, eu égard aux conditions sanitaires actuelles. Bon, voilà. Donc après, encore une fois, si les boîtes sont de nouveau disponibles, on verra si on les remet en place ou pas. Bon, après, peut-être avec une indication là-dessus. Si les gens prennent des livres, ça serait peut-être bien qu'ils les mettent à l'isolement chez eux pendant 15 jours et qu'ils se désinfectent les mains derrière. Enfin, j'imagine que les gens commencent à avoir un peu les bons réflexes maintenant sur les gestes barrières, mais en même temps, enseigner, c'est répéter. Hein. Okay. D'autres questions là-dessus ou... Oui, Guillaume. Juste pour revenir, pour préciser sur l'extinction des lumières, donc vous avez un timing par rapport aux consultations que vous avez faites et l'ambition de revoir un peu le contrôle des horloges. Patrice, moi, je suis dans l'attente du devis là, qui nous fasse une proposition, oui, mais je ne l'ai toujours pas. Je les ai relancés déjà là, encore aujourd'hui, là, et je ne l'ai toujours pas. J'ai demandé que ça devenait, je leur ai précisé que ça devenait quand même très urgent. Parce que le devis initial, si tu veux, qui peut ne se faire que par un électricien compétent et agréé pour aller dans les armoires, puisqu'il y a 7 armoires qui commandent l'éclairage public, le devis était d'un peu plus de 1 000 €. Et donc, l'autre modification, je ne sais pas combien elle coûte encore, mais j'aimerais bien l'avoir rapidement. Je rappellerai encore demain pour les pousser à avoir le résultat le plus rapidement possible. Moi, j'aimerais quand même signaler au nom des gens qui étaient quand même plus favorables, parce que je sais que quand l'enquête avait été menée, il y avait une majorité, effectivement, une petite majorité quand même, c'était légèrement dépassé. Le fait que les gens étaient effectivement favorables à l'extinction, bon, ça a fait ses preuves, etc.
Pour autant, là, effectivement, réduire l'intensité, il faut quand même aussi tenir compte de tous ces gens qui nous ont un peu alertés sur le fait que parfois ils avaient aussi, bon là je ne parle pas du couvre-feu, mais quand leurs jeunes étaient dehors, ils aimaient bien qu'il y avait un peu de lumière à des heures voilà, à peu près correctes pour rentrer le soir à la maison, et notamment des jeunes filles, etc. Donc moi je veux aussi entendre et alerter les gens qui sont effectivement favorables à une extension un peu plus drastique, on va dire, que celle qu'on a aujourd'hui, sur le fait que ces gens-là existent aussi. Hein, donc, Alors Nadia, moi je pense que c'est quelque chose qu'on entend tout à fait et je suis assez d'accord avec toi. Il faut qu'on ait en tête que la position qu'on a aujourd'hui résulte d'un équilibre, qu'il n'y a pas j'allais dire enfin, que la population peut être un peu divisée sur ce sujet-là. Hein, on est tous d'accord. Alors après, ceci étant dit, je pense que l'argument du couvre-feu pouvait s'entendre et qu'on pouvait se dire que peut-être qu'effectivement, en période de couvre-feu, on aurait pu allonger les périodes de nuit. Ça, je l'entendais bien. Mais c'est justement parce que j'étais assez convaincu qu'une fois que le couvre-feu serait terminé, on serait pour l'instant contraint de revenir aux horaires enfin, qu'on avait déjà choisis, donc aux horaires que j'appellerais habituels maintenant. C'est justement pour ça que je suis particulièrement sensible au coût de réglage et re-réglage de ces lampadaires et que si on a besoin de le faire 2 fois de suite dans un laps de temps assez court, parce que je ne sais pas combien de temps restera encore le couvre-feu, mais enfin, on pourrait imaginer que le couvre-feu prenne fin dans un mois ou quelque chose comme ça. Donc, si on a besoin de décaisser 2 fois ce montant-là pour une période de temps assez court, ça me paraissait pas forcément être la meilleure utilisation de nos deniers. Et d'où le fait de se dire, bon, bah, peut-être qu'à l'avenir, on aura d'autres occasions dans lesquelles on pourra avoir envie de moduler j'allais dire, le système de luminaire et que du coup, tant qu'à faire, si on a envie de faire quelque chose, je préférais qu'on investisse cet argent-là pour qu'on puisse avoir à ce moment-là vraiment la main sur les luminaires et à ce moment-là pouvoir adapter les choses en fonction des périodes de l'année ou enfin, bon, bref, des équilibres qui peuvent évoluer. Mais je suis assez d'accord que le fait de le dire qu'on le considérait pour une extension possible pendant le couvre-feu, ce n'est pas un blanc-seing pour dire qu'on va strictement changer post-couvre-feu. En fait, hein. Il y a effectivement tous les points de vue qui sont à entendre sur le sujet. Très bien, bah, écoutez, alors je vous propose de passer à la deuxième question qui nous avait été adressée, qui était une question de Madame Vigny et qui nous indiquait qu'elle utilisait régulièrement des appareils de sport en extérieur qui étaient situés à Saint-Aubin et qu'elle se posait la question de la mise en place éventuelle de ce type d'appareil à Villiers. Donc Véronique, je crois que c'est toi qui avais regardé ce dossier-là. Donc est-ce que tu peux nous dire quel est l'état de la réflexion sur le sujet ? Bonsoir, c'est à l'étude. On a un projet qui peut être intéressant et qui peut s'associer à d'autres projets, en partie étudiés par Luc, pour agrémenter un petit peu cet espace qui est de l'autre côté du Bel Air. L'idée sur l'espace fitness, ce serait quelques appareils, pas installés tout en même temps, mais peut-être par phase, en fonction de nos investissements, de nos capacités d'investissement. Voilà, peut-être 3 à 4 appareils au début, en fonction du budget, bien sûr, et puis en fonction de l'utilisation et du service que ça rend aux habitants, de voir si ça vaut la peine d'étendre un petit peu la zone qui pourrait faire à peu près 100 de mètres carrés. Donc, voilà, agrémenté avec un espace complémentaire pour les ados, par exemple. Et puis, on avait également parlé éventuellement peut-être des tables de pique-nique pour des familles. Voilà, enfin, il y a un projet à étudier. On est en plein dedans, pas très avancé, mais on est à peu près tous d'accord sur la nécessité de faire un espace de la sorte. Voilà. Donc la réponse, c'est effectivement, ça fait partie des choses qui sont regardées. Donc, on a été regarder ce qui se passait j'allais dire à Saint-Aubin. Je pense qu'on avait commencé à prendre contact avec quelques sociétés et commencer à avoir des devis là-dessus. Donc après, il faudra effectivement qu'on prenne en compte, j'allais dire, l'ensemble du cycle de vie de ce genre d'installation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un coût à l'installation et puis après, il y a de la maintenance, comme partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête parce que je pense que Villiers est déjà richement doté en infrastructures diverses et variées, j'allais dire entre le dojo, la halle des sports, la maison pour tous, la maison des anciens, la mairie, le bâtiment technique, l'église, j'en passe et des meilleurs. Et que donc, souvent, on a tendance à minimiser la partie que constitue la maintenance et l'entretien derrière en fait, de ces différentes installations.
Donc voilà, donc c'est quelque chose qui sera regardé sous tous ces aspects, mais effectivement, c'est un dossier qui est à l'étude, et donc c'est quelque chose qui pourrait, enfin en tout cas, si on trouve je veux dire, la bonne conjonction d'éléments et les choses qui sont satisfaisantes de ce point de vue-là, je pense que c'est un projet qui pourrait voir le jour en 2021. Il ne faut pas oublier aussi les contrôles de sécurité qui devront avoir lieu tous les ans sur ces appareils-là. Voilà, ça fait partie du cycle de vie de toutes les installations. Donc, il y a de la maintenance à faire. Et donc, la maintenance, elle n'est pas, voilà. Elle n'est pas gratuite. Ça n'arrive pas tout seul. Non. Eh bien, écoutez, donc, on est à peu près au bout des questions que nous avons reçues à l'avance. Donc, maintenant, si l'assistance nombreuse qui nous a rejoint a des questions à nous poser, on est tout à fait prêt à écouter les différentes questions. Cédric? Oui, j'en aurais peut-être une, mais enfin, c'est plus un questionnement que je me pose, c'est par rapport à la position qui a été indiquée sur les constructions et les logements sociaux à Villiers. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait ce problème de limite qu'on risquait de tomber dans le cadre du SRU. Ouais. Mais est-ce que par rapport aux logements qui sont actuellement en construction, il n'y a pas la possibilité d'envisager dès maintenant de combler ce retard pour éviter justement des pénalités qu'il pourrait y avoir plus tard? Parce que j'ai regardé un petit peu les documents, notamment une synthèse de la CPS sur le sujet. Et on a vu qu'il y a quelques communes qui ont dû à mon avis, bosser très fort le sujet pour arriver à rattraper et éviter les amendes, enfin, les pénalités qu'il pouvait y avoir si on n'avait pas le quota nécessaire. Enfin, moi, voilà, c'était le sens de ma réflexion. Alors, de toute façon, pour être clair, il y a pas mal de communes de la CPS qui se sont fait, entre guillemets, rattraper par la patrouille. Alors, j'avoue que moi, je n'avais pas tout l'historique de la loi SRU, mais il y avait des communes enfin, il y a eu une époque où le seuil était plus élevé que 1500 habitants. Le seuil de 1500, c'est un seuil qui est historiquement bas, donc historiquement, le seuil était plus élevé que ça. Mais il y a des communes qui se sont fait rattraper par la patrouille au moment où ils ont justement rejoint la CPS. C'est-à-dire qu'au moment de la CPS, le fait d'être agrégé dans un EPCI, alors, je ne sais pas exactement quelles étaient les caractéristiques particulières de la CPS, mais en tout cas, avec les discussions que j'ai eues avec Guillaume, ce qui fait ça, c'est qu'il y a une limite à la fois en nombre d'habitants par commune, mais il y a aussi une limite en nombre d'habitants de l'EPCI, donc de l'agglo, et par rapport au nombre d'habitants des plus grosses villes. Donc, il faut avoir une ville de plus de 50 000 habitants dans l'EPCI pour être soumis à la loi. Je crois que c'est 50 000 le seuil. Donc, c'est peut-être ça, l'origine. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a trait à ça, mais d'une certaine façon, ça ne peut pas être que le nombre d'habitants de l'EPCI, puisque sinon, on y serait soumis aussi, puisqu'on fait partie du même EPCI. Donc, si, parce c'est cumulatif. Les deux critères. Bon, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ces communes qui se sont fait rattraper par la patrouille, je veux dire, c'est un calvaire pour elles tous les jours, en fait. Ce qu'elles m'ont raconté, c'est le préfet qui était chez eux le lendemain du moment où le seuil était notifié, et ce sont des discussions j'allais dire abracadabrantesque sur des gens qui se retrouvent dans la même situation que nous, c'est-à-dire avec zéro foncier disponible, et le préfet qui leur dit, d'une certaine façon, ce n'est pas mon problème, débrouillez-vous, préemptez à chaque fois qu'il y a une vente de pavillon ou un truc comme ça, et faites un immeuble à la place du pavillon. Donc, on est à la fois vis-à-vis de communes qui sont déjà en train de payer les amendes. Donc, pour mémoire, l'amende qu'on paierait à Villiers, ça sera à peu près de l'ordre de 150 000 € par an. Et ça, c'est la demande, j'allais dire, pas majorée, parce que dans ce qu'on entend dans les dernières discussions, il y a à la fois l'amende, entre guillemets, normale, tant qu'on n'a pas rejoint les 25% de logements sociaux. Et puis, normalement, si j'ai bien compris la façon dont se fait le processus, dès qu'on rentre dans le système, on doit avoir une discussion avec le préfet, on doit lui présenter un plan qui nous amène de la situation dans laquelle on est aujourd'hui jusqu'aux 25%. Donc, en général, qui est étalé sur quelques années, mais enfin, ce n'est pas 15 ans non plus. Hein, en général, c'est 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Je pense que tout le monde avait en tête que ce soit de mémoire bouclé pour 2025. Donc, disons, ça ferait 5 ans pour nous. Et que là, pour le coup, pour les communes qui ne respecteraient pas le plan qui a été, entre guillemets, topé avec le préfet, quand bien même ce plan serait réaliste ou pas réaliste, c'est-à-dire que le plan avec le préfet, enfin, pour la faire simple, on dit, bah, vous êtes aujourd'hui à 5%, vous devez arriver à 25%
Donc, vous avez 20% à rattraper sur 4 ans, ça veut dire je veux voir 5% de plus tous les ans. Enfin, quand bien même on ait identifié ou pas le foncier, la possibilité, etc. Et donc, si on se retrouve après en défaut par rapport au plan qui a été validé avec le préfet, on est en train d'entendre parler d'amende majorée par rapport à l'amende qu'on est en train dont on parlerait déjà aujourd'hui, en fait. Donc, il faut voir ce que ça veut dire quand même, ce genre d'amende-là. C'est une amende qui représente à peu près 8% du budget de fonctionnement de la commune. Donc, c'est je veux dire, vraiment majeur et significatif. Et encore une fois, comme on a très peu de foncier aujourd'hui, enfin, il n'y a pas de foncier disponible, et donc du coup, le seul foncier qui peut devenir disponible, c'est à l'occasion de cessions, de ventes, etc. Ça voudrait dire de toute façon des transformations assez significatives et assez majeures du village. Hein. Le nombre de logements dont on est en train de parler, c'est au minimum une centaine de logements supplémentaires à faire dans cette catégorie-là. Alors, pour répondre à ton autre question qui est, alors du coup, s'il y a déjà des gens qui font des logements aujourd'hui, est-ce qu'on peut les contraindre ou pas là-dessus? Alors aujourd'hui, strictement, on ne peut pas les contraindre. C'est-à-dire qu'on pourrait les contraindre si on était déjà dans le cadre du SRU. C'est-à-dire que si on était déjà dans le cadre du SRU et qu'on avait déjà un objectif de 25%, je pense qu'on pourrait les contraindre juridiquement à faire au moins 25% dans leur, dans leur production de choses comme ça. Mais tant que nous n'y sommes pas encore, je pense qu'on n'a pas les moyens juridiques de contraindre à ça. Donc après, on en arrive toujours à la même question qui est, quand on discute avec des promoteurs, en général, les promoteurs essayent quand même oserais-je dire, de caresser la municipalité dans le sens du poil, d'une certaine façon, et donc de ne pas se mettre en porte-à-faux complètement vis-à-vis de la municipalité. Donc, on a peut-être une marge de manœuvre, une petite latitude par rapport à ce que les promoteurs peuvent proposer. Mais en même temps, le promoteur, il est là pour faire un projet qui rentabilise son affaire. Donc, il n'ira pas strictement devancer l'appel sur quelque chose qui ne fait pas de sens pour lui, entre guillemets, si ce n'est pas son projet. S'il n'y est pas contraint d'une certaine façon. Donc maintenant, de quoi on parle? Sur certains des projets qu'il y a en route pour l'instant, après, c'est toujours pareil, il faut se dire, si jamais, comment dire, on avait ce qui nous manque, entre guillemets, sur les logements municipaux, c'est-à-dire aujourd'hui, excusez-moi, j'essaie de reprendre, on est à peu près à 200 personnes de la limite, hein, pour le faire simplement. 200 personnes, on va dire qu'on prend, je ne sais pas, à peu près, je ne sais pas si on prend 3 personnes par logement ou quelque chose comme ça. Donc, si on divise par 3, on dit que ça fait à peu près 70 logements qui pourraient être construits. Donc, dans 70 logements, peut-être qu'on dépasse la catégorie. Quand bien même, on dirait que sur ces 70 logements, on a réussi à tordre le bras, entre guillemets, des promoteurs et que, allez, je prends une hypothèse très haute, on a réussi à obtenir 30 logements sociaux sur les 70 qui sont construits, ce qui est déjà une hypothèse très, très optimiste sur le sujet, tu vois. Bon, sur les 100 qu'on aurait besoin de construire, ça veut dire qu'il nous en manque toujours 70. Donc, encore une fois, sur ce sujet-là, après, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le sujet aussi. Hein. Justement, on fait partie d'un EPCI. Il y a des objectifs forts qui sont donnés à la CPS et la CPS a un plan de résolution de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communes de la CPS qui, elles, construisent du logement social pour faire en sorte que la CPS au global, j'allais dire, puisse rencontrer ces cibles qui ont été fixées. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'il faut aussi le voir en se disant que la CPS est un territoire varié, avec chaque commune peut apporter des choses et du coup bénéficier de la solidarité de la CPS sur d'autres aspects. Et donc, pour le coup, je pense que Villiers, on a plutôt une dominante rurale. Il y a un certain nombre d'autres choses qu'on peut apporter à la CPS. Mais en l'occurrence, on ne sera pas des constructeurs, entre guillemets, de logements sociaux. D'une autre façon, il faut pouvoir se dire que du coup, pour la problématique de logement au global, on est quand même intégré à un EPCI qui lui-même fait des efforts sur ce sujet-là. Donc, je veux dire, il ne faudrait pas non plus qu'on en tire la conclusion que du point de vue de Villiers, j'allais dire, on ne fait rien du tout ou qu'on ne contribue pas du tout là-dessus. On fait partie d'un ensemble plus large et cet ensemble plus large répond lui aussi à cette demande un peu plus globale, en fait. Ok. Est-ce que nous avons… Alors, je vois dans le chat une question, je pense, qui a été téléguidée par Nadia, mais je crois qu'elle a été écrite par M. Provost. Et donc, M. Provost nous demande si, pour la communication des événements ou des informations générales sur la commune, à quand un panneau d'affichage électronique à l'entrée de la commune? Donc, effectivement, ça fait aussi partie des choses qui sont à l'étude en 2021. Donc, on commence à y penser assez sérieusement. Et je n'ai absolument rien à souffler à M. Provost, que je ne connais pas du tout d'ailleurs.
Non. Oui. Qui est ce monsieur d'ailleurs, effectivement? Non, mais honnêtement, je n'ai rien à souffler à M. Provost. Ah, j'aime beaucoup ta question, Eric, pour le coup. Alors, avons-nous d'autres questions des participants ce soir? Oui, c'est encore moi. Alors, comme on est un peu désœuvré vite, là, on réfléchit ensemble un tout petit peu et on se posait la question de savoir si vous aviez des projets sur ces terres agricoles, là, des 8 hectares qui se trouvent entre les RD36 et Villiers, dans un proche ou moyen avenir. Alors, écoute, je vais faire une réponse. Peut-être que je vais m'avancer un peu, mais je vais faire quelques éléments de réponse. Alors, évidemment, sur ce terrain des 8 hectares, il y a, enfin, c'est le fameux terrain qu'on appelle les Prels, qui a donc été acquis par la commune en 2005, je crois, de mémoire, et dont, alors, de mémoire, hein, la commune possède toujours ces 8 hectares-là, et sur ces 8 hectares-là, on avait fait une scission un peu théorique, entre guillemets, entre, pour faire simple, 6 hectares d'un côté et 2 hectares de l'autre, 6 hectares qui se sont fait ZPNAFiser, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont donc couverts non seulement par le PLU, non seulement par le SDRIF, mais aussi par la ZPNAF, et qui sont donc protégés de ce point de vue-là. Et puis, 2 hectares de l'autre côté, qui étaient toujours au PLU classés en terre agricole, mais qui avaient été sauvés, entre guillemets, c'est-à-dire oui, sauvés d'une certaine façon, parce qu'au départ, ils avaient été ZPNAFisés aussi, et puis il y a eu des discussions. La ZPNAF a repris 2 hectares ailleurs et avait libéré ce terrain-là dans ma compréhension, de sorte à ce que la commune puisse éventuellement urbaniser ces 2 hectares-là. Donc ça a été tout un terrain de discussion long et compliqué qu'on a eu au moment où on a mis le PLU en révision pendant le mandat précédent, pour savoir si effectivement on pouvait sur ce terrain-là classer en urbanisable, et puis voir à ce moment-là ce que la commune pouvait faire sur ce terrain. D'autant plus, entre guillemets, que la commune, au moment où elle avait fait l'acquisition des 8 hectares, l'avait acheté à un prix qui n'était peut-être pas tout à fait celui de la terre urbanisable, mais enfin qui était quand même assez éloigné du terrain de la terre agricole quand même, hein. Et donc, la commune est toujours relativement endettée et paye encore toujours aujourd'hui le prix de ces hectares-là. Donc, on n'a pas ménagé notre peine, j'allais dire, avec Patrice à l'époque. On est allé voir plusieurs fois le sous-préfet, enfin d'ailleurs plusieurs sous-préfets différents. On est allé aussi discuter avec le DDT au niveau de l'Essonne. Et puis, en particulier, parce que ce qui nous bloquait le plus, c'était le schéma directeur de la région Île-de-France. On est allé voir aussi, on a fait une réunion de travail avec le vice-président de la région Île-de-France qui est chargé de ce type de sujet-là, ses services techniques, où on a étudié tout un tas de possibilités. Bon. Je crois que la réalité aujourd'hui nous force à dire que je ne suis pas sûr qu'on verra un jour l'urbanisation de ce terrain-là, et que donc il faut probablement que la commune en fasse son deuil, en tout cas pas dans un avenir proche, c'est-à-dire pas à l'échelle de ce mandat-là, et peut-être même pas à l'échelle du prochain mandat, etc. Alors après, chacun en pensera ce qu'il en veut, entre guillemets. Certains pourront se dire, chic, on a gagné 2 hectares de terres agricoles qui ne seront pas urbanisées, etc. Je pense que ça peut être une des façons de voir les choses. L'autre façon, c'est encore une fois de se dire que la commune, à un moment, s'est endettée de façon assez massive pour acquérir ces terres-là, et que d'une certaine façon, eh bien, ces frais-là doivent être passés par pertes et profits. Je veux dire, ça a été fait à l'époque, on n'y peut rien, c'est un héritage qu'on prend. Et il est possible qu'effectivement, il faille que l'on considère qu'on doive le passer par pertes et profits. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il faudra probablement qu'on arrive à faire notre deuil de cette phase-là, et que 2, ça veut dire que la commune, maintenant, se retrouve à la tête de 8 hectares de terres agricoles, alors qui sont aujourd'hui exploités par un exploitant agricole, mais qui, d'une certaine façon, sur un modus operandi qui n'est pas pérenne, entre guillemets, aujourd'hui. On n'est pas lié par un bail agricole sur le sujet. Ça permet d'entretenir les terres, que quelqu'un puisse les exploiter, mais enfin, du coup, on n'est pas à l'abri, ou en tout cas, on pourrait effectivement pousser la réflexion de se dire quel sera le devenir de ces terres. Est-ce qu'on peut leur donner une autre destination? Alors, une destination qui respecterait toujours la nature agricole de ces terres, mais en tout cas, on pourrait effectivement se poser la question. Alors ça, c'était juste la première, c'était un peu une introduction, mais c'était le premier sujet qu'il fallait voir. Le deuxième sujet maintenant qu'il faut avoir en tête.
Oui. Excuse-moi, mais ma question, alors, j'étais pas sur les aspects urbanisation, hein, nos idées, enfin, c'est, justement, vite, on est surtout sur d'autres vocations, maraîchères, plantations. Alors justement, mais j'y viens, parce que alors, du coup, maintenant, il y a le deuxième problème qui va se poser sur ces terres agricoles. Et le deuxième problème, ça va être celui de l'enclavement. Parce que ce qu'on est en train de voir, enfin, en tout cas, les projets qui sont en train de se dessiner aussi aujourd'hui, c'est bien entendu les projets du département du doublement du RD36 dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit 4 voies de voiture, soit 2 voies de voiture et 2 voies pour un TCSP. Donc, ça reste à décider, mais en tout cas, il y a probablement un projet quelque part de passage de 2 à 4 voies de ce RD36. Plus le passage du métro, qui sera très probablement dans un scénario de mise au sol, voire peut-être même semi-enterré. Enfin bon, on ne va pas trop tirer de trait sur la comète, mais enfin quelque chose qui sera en tout cas très significatif pour le territoire de Villiers, et en particulier assez significatif pour l'enclavement des terres agricoles. Alors ça, c'est un des sujets qui est âprement discuté en ce moment, je dois dire, avec l'appui fort et continu de Terre et Cité, qui nous aide à discuter avec la SGP d'un côté, le département de l'autre, et on s'appuie particulièrement sur les préfets pour faire bouger un peu les choses. Je dois dire qu'on avait envoyé un courrier à la fois au préfet de région et au préfet de département début décembre, qui a eu son petit effet, parce qu'on a eu des retours par la SGP qui n'était pas très content. Et donc, quand la SGP n'est pas contente, on se dit qu'on a dû marquer des points dans le sujet. C'est peut-être un peu vache, mais c'était plutôt pas mal. On est en train de s'accorder avec Terre et Cité pour réenvoyer un courrier, je pense, qui partira avant la fin de la semaine, de nouveau au préfet de région, pour leur dire qu'aujourd'hui, en particulier sur les 3 points problématiques qu'il y avait à Villiers sur ce passage-là, problématiques en particulier au sens des continuités agricoles et de la façon dont ça a impacté le territoire de ce point de vue-là, alors déjà, on a une bonne nouvelle, hein. On a probablement 2 points sur les 3 dans lesquels il y a un consensus qui s'est construit, qui est, sinon parfait, en tout cas acceptable par les agriculteurs. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il nous reste un point noir, en fait. Et donc, c'est le point noir qu'on est en train d'essayer de continuer à régler. Et on continuera à pousser, encore une fois, avec l'aide de Terre et Cité d'un côté, et je pense, d'une certaine façon, avec l'aide de la CPS de l'autre aussi, puisque la CPS a déjà fait des prises de parole publiques pour nous soutenir très fortement sur ces sujets-là, contrairement à ce que je pouvais avoir en tête auparavant. Et que donc, il y a un enjeu qui se joue ici. Et que donc, d'une certaine façon, pourquoi je dis tout ça? Parce que si on est en fonction du fait que les terres dont on est en train de parler se retrouvent complètement enclavées, j'allais dire dans la partie sud du village, coincées entre des habitations et un RD36 infranchissable, etc., ou si on arrive à maintenir des circulations agricoles, l'avenir de ces terres-là n'est pas forcément exactement le même, en fait, d'une certaine façon. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc je pense que il est important quand même de comprendre ce qui va se faire concrètement du point de vue ligne de métro et du point de vue RD36 avant de prendre des décisions sur l'avenir de ces terres. Mais qu'on n'en est pas si loin que ça, parce que si les coups de pelle et les coups de pioche sont plutôt prévus pour 2026-2027, on va dire, que ce soit côté SGP, je pense, ou côté département, les prochaines enquêtes publiques, elles vont probablement démarrer à partir de cet été. D'ailleurs, il faudra qu'on se méfie un peu, parce qu'on commence à redouter un peu le coup l'enquête publique, elle se fait en juillet, en août, et quand on vient en septembre, tout est bouclé, en fait. Donc, il faudra qu'on se méfie un petit peu aussi de cet aspect-là des choses. Mais donc tout ça pour dire que je pense qu'on aura une vision beaucoup plus claire et concrète des choses dans quelques mois. Enfin, ce n'est pas un sujet, encore une fois, de plusieurs années, c'est dans quelques mois, on devrait avoir une bonne visibilité sur ce qui va se faire. En particulier, alors après, excuse-moi, je continue un peu sur le dossier, mais tu poses la question, donc ça permet de faire un peu le point aussi. Va se poser aussi la question de tout le schéma hydraulique, en fait, parce qu'on va créer une discontinuité. On est sur un bassin versant. Comment vont se faire les continuités hydrauliques ou pas? Il y a des besoins de bassin de rétention. Et il me semble avoir vu, par exemple, sur un des plans que j'ai vu passer pour l'instant, mais qui n'était pas un plan officiel du département, donc je le prends un petit peu avec des pincettes, mais qu'on voit un bassin de rétention assez large, côté justement des 8 hectares dont on parle, en fait. Tu vois, donc, encore une fois, moi, je pense qu'on a besoin vraiment d'avoir une vision plus claire sur ce qui va pouvoir se faire, ce qui se fait tout autour, quel est le contexte dans lequel on s'inscrit, pour après pouvoir définir le projet de ces terres. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on sera clair là-dessus, je pense qu'effectivement, il nous restera à définir quel est le futur sur ces terres agricoles et essayer de trouver un projet qui fait le maximum de sens sur de la terre qui reste de la terre agricole.
Donc, pour le dire différemment, moi, personnellement, je n'ai pas d'idée préconçue sur le sujet, mais effectivement, ça serait bien qu'on trouve quelque chose qui fasse du sens là-dessus. Oui. Ok, c'est sûr que nous, on a des idées à proposer. Alors, je ne connais pas la nature de l'ensemble des échanges que vous avez eus avec les différentes parties prenantes, SGP, etc. Mais on sait que le métro, il va se faire. On se fait à peu près où à peu près. Est-ce que planter des arbres dès maintenant pour commencer à faire un rideau d'arbres qui seront suffisamment grands d'ici 5 ans, enfin qui commenceront à grandir d'ici 5 ans, c'est pas quelque chose d'envisageable, d'ici 5 ans ou 7 ans même, si c'est 2027. Alors, c'est peut-être quelque chose d'envisageable, mais encore une fois, il faut qu'on puisse le faire. Enfin, je suis d'accord avec toi, on peut essayer de prendre un peu d'avance là-dessus, il faut qu'on puisse regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est un merlon qui est avec des arbres? Est-ce que c'est autre chose, d'autres solutions, etc. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, pour moi, les choses ne sont pas quand même si claires que ça, puisqu'on est en train de parler aussi de cheminement agricole qui serait des deux côtés, côté nord et côté sud. Tu vois, donc, on appelle ça un cheminement agricole. En fait, c'est une petite route, entre guillemets, puisque c'est censé laisser passer des engins agricoles. Donc, tant qu'on n'est pas complètement fixé quand même, et encore une fois, même si on a une certaine idée sur ce qui se fait aujourd'hui, moi, j'ai toujours du mal à extorquer un plan concret, précis à la LGP, au département, etc. Donc, je suis d'accord qu'on n'est pas obligé d'attendre 2026 pour prendre des mesures là-dessus, mais encore une fois, au minimum, je pense qu'il serait sage d'attendre, par exemple, l'enquête publique, qui, à mon avis, aura du mal à se faire sans qu'on ait vraiment quelque chose de très concret et des plans, des choses comme ça, par exemple. C'est obligatoire, de toute façon. Mais oui, sur le fond, si à un moment on se dit que la meilleure façon de faire de l'insertion paysagère, c'est par exemple une juxtaposition merlon-arbre ou quelque chose comme ça, et pourquoi pas prendre un peu d'avance sur le sujet? Effectivement, ça peut faire du sens. Ok, merci. Alors, je vois d'autres questions dans la boîte à chat, mais alors attendez, pardon, là c'est parti un peu vite, alors excusez-moi, il va falloir que je regarde. Alors, à quoi correspondent les nouveaux terrassements côté champ entre le Christ de Saclay et les infrastructures EDF en face du CEA et de la RD36? Eh bien, c'est une très bonne question. Merci Patrice, est-ce que tu sais, je me suis posé la question aussi en passant devant, parce qu'à ce niveau-là, le doublement, il est déjà fait, donc j'étais étonné aussi, effectivement. Actuellement, ils sont en train de passer des fourreaux pour certainement des réseaux, à mon avis, mais je ne vois rien d'autre que cela. Je sais pas exactement. C'était du drainage qui a été réalisé, là. La grosse machine. C'est du drainage, d'accord. Ils ont remis des réseaux, je ne sais pas, et par-dessus, ils ont refait du drainage. D'accord. Ok. Oui, alors c'est vrai que ça, c'était je pense qu'effectivement, c'est un des sujets dont on entend beaucoup parler. Les champs, visiblement, ont besoin d'avoir pas mal de drainage, ou en tout cas, il y a eu pas mal de sujets dans ce sens-là dont j'ai entendu parler. Et en particulier, ça posait des questions alors, pour la mise au sol du métro, parce que dans un certain nombre d'endroits où on parle de métro semi-enterré, en particulier au niveau des franchissements, j'entendais Michel Senot l'autre jour qui me disait qu'à certains endroits, pas loin de chez nous, il estimait que la nappe phréatique était à 2 mètres en dessous du sol, en fait. Donc, que si on creusait, en fait, on allait trouver non pas du pétrole, ce qui aurait pu être intéressant, mais de l'eau. Mais ce qui peut poser un certain nombre de problèmes aussi dans la réalisation des ouvrages dont on est en train de parler. Alors, a-t-on d'autres questions? Bon, on va faire comme dans les enchères. Pas de questions une fois, pas de questions 2 fois. Pas de questions 3 fois. Alors écoutez. Si, je vais poser une dernière question dans ce cas-là. Johan m'avait répondu en partie sur Facebook. C'est à propos du lycée, du lycée international. Donc, est-ce qu'il y aura un moyen d'en savoir un peu plus sur les règles pour savoir quel élève pourra accéder à quel lycée? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, ce qu'on nous a dit, c'est plutôt ça revient à Camille Claudel reste votre lycée, et puis peut-être que s'il y a un super bon dossier, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles ne sont pas que géographiques. Là, le lycée va s'ouvrir de façon, on va dire,
assez étendue sur plusieurs communes, mais comme habituellement, les dossiers seront également observés. Donc, il n'y a pas qu'une question de géographie qui fait que les enfants iront à un endroit plus qu'un autre. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a on a étendu, on va dire, nos lycées de proximité. Par contre, voilà, les règles vont rester les mêmes au niveau des je peux dire des inscriptions, mais voilà, il n'y aura pas une place attribuée, on va dire. Mais... Non, alors ce qu'on peut dire, enfin, peut-être pour compléter ce que dit Johan, la volonté qui a toujours été affichée assez clairement pour le lycée de Palaiseau, en particulier par le maire de Palaiseau, mais qui se trouve être aussi le président de la CPS sur le sujet, c'est de dire que ce lycée devrait être un lycée, ce que j'appellerais mixte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y aura un lycée, entre guillemets, normal, sectorisé, et il y aura une section internationale qui admettra sur dossier. Donc, moi, ce que je comprends, alors peut-être que dans les premières étapes, ça ne sera pas si clair que ça, mais en même temps, au moment de l'ouverture, j'ai l'impression qu'ils ont fait suffisamment large, justement, parce qu'ils avaient plutôt peur de ne pas avoir assez d'élèves plutôt que le contraire. En fait. C'est ça, voilà. Au départ, c'est les portes, on va dire, on va le faire très simple. Hein. Au départ, les portes sont grandes ouvertes. Et puis après, en fait, ce lycée, il va évoluer, en fait, en termes, effectivement, on va dire, de tout ce qui va toucher au linguistique, en fait, va faire que les sections vont se développer. Moi, ce que je vois d'après et ce que je lis, c'est qu'il n'y aura pas qu'une section, par exemple, internationale. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs sections, en fait, qui vont se créer au sein d'un même lycée. Et ce lycée, il a vraiment une connotation, on va dire, internationale, dans le sens où il n'y aura pas forcément qu'une section, quoi. Il pourra y en avoir peut-être plusieurs, et plusieurs différentes. C'est pas encore bien défini. Hein. C'est un lycée qui va évoluer. Il va évoluer, en fait, avec le temps. Bon, enfin, en tout cas, encore une fois, il y a une communication qui a été assez claire pour dire qu'il y avait une volonté de maintenir un lycée mixte, entre guillemets, donc qui soit à la fois sur dossier pour une partie des effectifs, mais à la fois sectorisé pour le partie des effectifs. Et que, en particulier, parce que d'une certaine façon, justement, c'est vrai pour Palaiseau, mais c'est vrai à Massy, etc. Il y a une crainte, évidemment, que, comment on pourrait dire ça, que les meilleurs élèves de tous les lycées du coin partent sur ce lycée-là et que du coup, tous les autres lycées se retrouvent uniquement avec les élèves les moins bons, entre guillemets. Et donc ça, c'est aussi une crainte, j'allais dire, entre guillemets, du père de Palaiseau pour les autres lycées qui a Palaiseau ou du maire de Massy pour les autres lycées qui a Massy, etc. Donc je pense que là-dessus, on peut compter, entre guillemets, sur la saine pression que peuvent exercer les autres personnes pour faire en sorte que, oui, ils ont envie d'avoir un lycée qui peut accueillir j'allais dire au sens large, une section internationale et qui serait effectivement sur dossier et donc je dirais je ne sais pas comment on appelle ça, un lycée d'excellence, enfin quelque chose qui effectivement pousse un peu vers le haut, mais qui sont quand même attachés au fait qu'il reste une partie significative de ce lycée-là qui soit sectorisée. Donc après, la question qui se posera, c'est aujourd'hui, on sait que Villiers a été choisi au départ dans la sectorisation. La question qui se posera, c'est est-ce qu'on continuera à rester dans la sectorisation dans les années suivantes? Alors, ceci étant, c'est assez intéressant parce que je voyais déjà des tracts qui passaient, je pense, par des syndicats de professeurs d'autres lycées de la région, entre guillemets, et qui se plaignaient déjà effectivement des premiers choix de sectorisation qui avaient été faits en disant « Ah bah vous voyez bien, on a sectorisé… j'en sais rien, Villiers, Saint-Aubin, Verrières, etc., mais pas les Ulysses, etc. Et donc déjà, rien que dans le choix des villes qui ont été sectorisées, on a déjà trié, entre guillemets, pour prendre les villes qui sont, enfin, je veux dire, peut-être qui sont perçues comme étant celles avec le terreau le plus favorable de ce point de vue-là, en fait, on va dire. Donc, encore une fois, effectivement, je suis d'accord avec Johan, c'est que pour l'instant, on n'en est qu'au début. Donc, je crois, Johan, hein, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un groupe de travail, ou enfin, en tout cas, quelque chose qui ressemble un peu à ça, avec un certain nombre de maires des communes qui sont sectorisées sur ce lycée-là, le DAZEN et quelques autres personnes, qui se réunira, si je comprends bien, dans une périodicité à définir, mais enfin à intervalles réguliers, pour faire le suivi de ce qui se passe sur ce lycée-là et comment va évoluer la sectorisation, etc., etc. Donc on n'en a encore qu'au tout début. Donc une autre façon de répondre, c'est aussi que pour l'instant, ce n'est pas forcément clair de savoir comment ça va se passer. Mais voilà, encore une fois, il y a normalement une volonté de ne pas en faire qu'un lycée sur dossier strict, mais d'avoir quelque chose qui soit réparti là-dessus, enfin, entre de la sectorisation et du dossier. En fait. Pour compléter, là,
en fait, pour la rentrée prochaine, il n'y a pas de section internationale, donc c'est un lycée de secteur comme n'importe lequel, ce qui veut dire que l'affectation se fera par la procédure AFELNET comme ça se passe pour tous les élèves. Donc, a priori, les familles vont afficher choix 1, choix 2, choix 3, et puis derrière, il y a une moulinette qui tourne et qui affecte les gamins dans les différentes sections, enfin, dans les différents établissements. Et après, sur la section internationale, elle n'ouvrirait que à la rentrée 2022, du coup. Et il y a encore des discussions sur, notamment, enfin, moi, ce qui m'a été dit par une des personnes qui est impliquée dans l'organisation de la rentrée du lycée, c'est de savoir est-ce qu'il passerait, par exemple, sur un bac espagnol ou pas. Donc, en fait, même la nature de la section internationale n'est pas complètement... Donc, j'imagine qu'il y aura quand même une section anglaise qui est quand même le truc un peu basique, mais ils n'ont même pas complètement arrêté la suite. Donc, notamment, il y a des réflexions sur la mise en place d'un bac espagnol. Je vais revenir sur la boîte à chat où j'ai vu un complément de question qui disait comment la SGP explique le projet de passage au sol alors que c'était exclu. Alors là, la réponse est extrêmement simple. Le projet de passage sur pylône du métro par rapport au passage complètement enterré s'expliquait par un moindre coût. Donc, ils ont voulu réduire les coûts et c'est comme ça que le métro s'est retrouvé aérien il y a une dizaine d'années. Et puis, à un moment, ils ont refait leurs calculs et se sont rendus compte qu'un passage au sol coûtait encore moins cher que le fait de passer sur pylône. Et donc, c'est comme ça que la SGP s'est rendu compte que finalement, le passage au sol, c'était entre guillemets du gagnant-gagnant, c'est-à-dire c'était du gagnant pour eux, ça leur coûtait moins cher à installer et ça avait quand même une meilleure acceptation auprès des populations locales. Voilà. Il y a Marie qui levait la main. Ah, il y a une main bleue? Ah non, bah non, elle est baissée. Non, mais je l'ai rebaissée, mais c'est pas grave. C'était sur le sujet du lycée. Si on a 3 lycées de secteur, parce que tu dis on met dans le truc magique le lycée qu'on veut. Mais si on a 3 lycées de secteur, on n'a pas de lycée dédié. En fait, tu fais un choix. Moi, j'ai quand Emma est passée au lycée, comment c'était présenté, on mettait le choix, c'est un peu comme Parcoursup, où je pense que maintenant tout le monde a à peu près intégré comment ça se passait. Tu marques le lycée dans lequel tu préfères aller en premier, et puis après ton deuxième choix, ton troisième choix, et derrière, tu as un truc qui tourne, et puis dans l'été, tu reçois un courrier qui te dit vous êtes pris dans tel lycée. Oui, je suis d'accord, mais en fait, normalement, on doit au moins mettre un lycée de secteur pour être sûr d'être pris dans un des 3 choix. Ouais, et là, on a 3 lycées de secteur. Et bon, après, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est comment savoir, c'est pas parce que c'est notre lycée de secteur qu'on va être pris si on s'inscrit à Palaiseau. On n'a aucune garantie, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation de Villiers, enfin, je ne reviens pas sur tout ce que Guillaume et Johan ont dit sur le fait qu'on est dans une phase transitoire. Donc, pour la rentrée prochaine, on est certain que ce lycée-là est dans la liste des lycées de secteur, comme le LVC d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Hein, on a aussi le LVC qui a été rattaché. Donc, on n'a pas 3, on a 4 lycées de secteur, hein, a priori, à la rentrée, puisqu'on en avait déjà 2, où aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations comme quoi ils étaient supprimés. Donc, et du coup, on nous en rajoute 2 qui sont LVC et le NLP, donc les nouveaux lycées de Palaiseau. Donc, en fait, on n'a aucun moyen de savoir avec certitude dans quel lycée nos enfants seront affectés. Mais du coup, on se retrouve dans une situation comme étaient les enfants comme sont les enfants de GIF qui ont, je ne sais plus, 4 ou 5 lycées de secteur. Ok. Eh bien, écoutez, il nous reste 3 minutes. Donc, éventuellement, une dernière question, si quelqu'un a une dernière question. Alors. Eh bien, écoutez, je n'en vois pas. Donc, je vais vous remercier pour cette première soirée d'échange questions-réponses. J'espère que ça aura été utile dans les réponses qu'on a pu apporter. Je pense que c'était une expérience intéressante que nous serons probablement amenés à renouveler par format vidéo tant qu'on sera dans cette période de Covid et puis peut-être dans un format un peu plus sympathique en présentiel quand les circonstances nous le permettront. Voilà, écoutez, je vous remercie à tous d'être venus ce soir et d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir.